Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de l'Almanach de la semaine du 13 au 19 avril. À la fin du 19e siècle, plusieurs sociétés liées aux expérimentations sur l'électricité ont été créées. Il y a eu par exemple la Thomson Houston Electric Company, dont la branche française deviendra Thomson Brandt des années plus tard. Il y a aussi eu Thomas Edison Electric Company, et ces deux dernières ont d'ailleurs fusionné pour créer General Electric le 15 avril 1892. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas General Electric, qui existe toujours et qui est même devenu un ensemble de sociétés industrielles énergétiques, avioniques, médicales et j'en passe. Par contre, dans les années 50, General Electric est devenu le plus gros utilisateur de ressources informatiques après le gouvernement américain. Du coup, ils ont décidé de se lancer sur le marché de l'informatique. Ils ont sorti différentes gammes de machines, à la fois généralistes ou spécialisées sur certains types de traitements. Notamment pour gérer les remises de chèques de la Bank of America pour l'implémentation de leur système ERMA, Electronic Recording Machine Accounting, ce qui donne naissance au GE100, General Electric 100, en 1959. Mais General Electric était également à l'origine de la création de Multics, qui a directement inspiré Ken Thompson pour créer la toute première version d'Unix. General Electric a revendu sa branche informatique dans les années 70 à Honeywell, qui est ensuite passé par Bull puis NEC par exemple. General Electric est plutôt présent dans l'industrie lourde aujourd'hui que dans l'informatique, mais ça a été une société importante dans l'histoire de l'informatique. Dans les années 50, l'informatique était cantonnée à certains usages spécifiques. Notre connaissance sur les structures de données et les algorithmes était loin d'être du niveau de celle qu'on a aujourd'hui. Un certain John McCarthy, qui travaille au MIT, est un des créateurs de l'expression intelligence artificielle en 1955. Il travaille sur la conception d'un langage appelé Algol 60, dans lequel il utilise la récursivité et les expressions conditionnelles. Il va d'ailleurs montrer dans un article que de simples opérateurs et une notation pour des fonctions anonymes permettraient de créer un langage complet au sens de Turing, c'est-à-dire qui est capable d'implémenter des algorithmes classiques pour faire simple. Expliquer ce que c'est qu'un langage de Turing, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière d'ailleurs. Alors il découvre le langage JPL, pour Information Processing Language, qui inclut les concepts qui l'intéressent, mais malheureusement ce langage n'est disponible que sur les machines Joniac de chez Rand Corporation et pas sur l'IBM 704 qui équipe son laboratoire. Il conçoit quand même un langage totalement théorique pour traiter les listes, Lisp pour List Processing. Un de ses étudiants, Steve Russell, se rend compte que ce langage pourrait être implémenté sur l'IBM 704 du laboratoire, et le 16 avril 1959, la première version de Lisp est sortie. En 2020, Lisp et les langages Lisp sont les plus vieux langages encore utilisés, avec le Fortran, qui lui est même encore un peu plus vieux. Saviez-vous que les documents de travail qui définissent le fonctionnement de l'Internet s'appellent les RFC? Ils sont encore utilisés aujourd'hui et par exemple, le fonctionnement de l'email est défini dans une RFC. Alors la première RFC date du 7 avril 1969, et le 16 avril 1971 est publiée la RFC 114, dans laquelle est décrite un protocole de transfert de fichiers, ou en anglais, a File Transfer Protocol. Cette RFC décrit le protocole qui a été développé au MIT pour échanger des fichiers entre deux machines. D'un côté, un GR645 de chez General Electric fonctionnant sous Multics, et de l'autre, un PDP-10 qui est sous ITS. Donc avec deux systèmes d'exploitation complètement différents. Le protocole semble donc adapté pour faire échanger des données entre des machines non compatibles entre elles, de technologies et origines différentes. Le protocole semble donc bien adapté à un usage très généraliste. Alors, cette RFC sera mise à jour régulièrement, notamment par la RFC 133, puis la 141, la 171 ou la 172. Bien qu'ayant plus de 45 ans, ce protocole est encore régulièrement utilisé aujourd'hui, même si les contraintes de sécurité des réseaux actuels font qu'il est plutôt déconseillé. Alors voilà pour cet épisode de l'Almanach. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager la vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser. Si vous trouvez que mon travail vous apporte quelque chose et que vous souhaitez me faire un don, j'ai mis en place un Tipeee, un Utip, un Patreon. Les liens sont dans la description. Et puis si vous avez envie de venir discuter de temps en temps, il y a un Discord qui est disponible, le lien est également dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!